naturelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement, des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Ok, bonsoir à tout le monde. J'espère que ça va. J'espère que tout est calme, peace. Aujourd'hui, on est là pour parler de Tata, parler de Thoth. Voilà, le dieu des arts, le dieu des lettres, le dieu des sciences, etc., etc. Donc, en tout cas, on va pas trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par cette petite introduction. Je rappelle que un peuple qui a perdu sa conscience historique, c'est-à-dire sa mémoire, son histoire, sa culture, etc., c'est un peuple qui est condamné à reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Parce que finalement, il a pas de conscience. Tu vois, quand t'as pas de conscience, tu peux pas te projeter plus loin que ce qui est devant toi, en fait. Voilà. Et tu seras obligé de recopier aussi ce que les autres font, tu vois. Alors que ce que les autres font, ça va pas nécessairement avec toi, ça va pas avec ta culture, avec ton environnement, avec plein de choses, en fait. Donc, c'est dans ce contexte-là un peu. Donc, on va continuer avec l'introduction. On va parler de l'écriture des hiéroglyphes, parce que Thoth, c'est le hiéroglyphe lui-même. Voilà, si on va être rigoureux, Thoth, l'objet concret auquel il se rapporte dans un premier temps, c'est le hiéroglyphe. Voilà. Non seulement c'est lui qui a inventé les hiéroglyphes, et il est lui-même les hiéroglyphes, etc. Donc, l'environnement où la nature nous parle, ils envoient des messages qui sont comme des traces que nous devons décoder et transmettre à notre tour. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que pour nos ancêtres, la manière dont ils éduquaient, et même aujourd'hui dans l'Afrique traditionnelle, l'éducation est essentiellement basée sur la restitution de ce que dit la nature. C'est-à-dire que les Maoris, ils se sont dit, ah, nous on est né dans un endroit, on est venu trouver l'endroit ici. L'endroit, il est harmonieux, tout est carré, tout est à sa place, tout fonctionne dans un système en fait. Donc, nous, on doit pas inventer quelque chose, on doit juste essayer de comprendre cette nature-là, comment elle fonctionne, ce que nous demande de faire. Et à partir de là, maintenant, nous, on va organiser notre vie. Parce que le but, c'est de pouvoir se développer dans la nature tout en préservant l'harmonie, c'est-à-dire l'ordre qu'on est venu trouver en fait. Donc, ça va être un peu ça. Donc, par exemple, un oiseau, ses caractéristiques rapidement, il est rapide, il s'élève très haut dans le ciel, il peut aller où il veut. En tout cas, il a cette capacité à se déployer dans l'espace de manière, on va dire, il est à l'aise quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il peut aller très très loin, il peut explorer. Donc, entre guillemets, il est libre. Donc, tout ça là, ce sont des concepts, la liberté, la rapidité, etc. Même si la rapidité se rapporte un peu à une action concrète. Mais, tout compte fait, ce sont des concepts. Donc, comment est-ce que l'homme, il a créé ce genre de choses? Comment est-ce qu'il va créer un concept? Comment il va transmettre ce concept-là, donc cette connaissance-là à quelqu'un d'autre? Donc, pour nos ancêtres, je vais vous montrer comment ça se passait. L'oiseau va devenir le symbole des actions et des concepts jusqu'à leur donner son nom. C'est-à-dire que selon le principe de la métaphore, et la métaphore c'est quoi? C'est transporter le nom d'une chose à une autre chose. C'est-à-dire que par exemple, si moi, il m'appelle Zié, ok, et je suis quelqu'un de bandit, d'accord? Tellement je suis bandit même, c'est que bandit là, quand on dit bandit net, c'est ma tête on voit en même temps. Donc après ces moments, quand tu vas voir quelqu'un d'autre qui est bandit aussi, tu vas dire mais toi là tu es Zié. Voilà, c'est que vous avez pris mon nom, vous avez attaché mon nom à un concept et vous avez donné mon nom à ce concept en fait. C'est la même chose. Si on va prendre un adjectif machiavélique, mais machiavélique, ça vient d'un politicien de la Renaissance qui s'appelle Machiavel, qui avait une doctrine politique qui était très,
en tout cas qui était très réaliste, qui était très pragmatique et qui ne faisait pas de différence entre le bien et le mal tant que ça permettait de conserver le pouvoir. Donc on a pris son nom et on a donné ça à un concept, le machiavélisme. C'est la même chose. Donc on va parler de homophone ou de homonyme, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière ou qui vont renvoyer à une même signification, etc. Donc, je reprends. Selon le principe de la métaphore, c'est-à-dire transporter le nom oiseau à la rapidité et à la liberté, on aura donc une série d'homophones ou d'homonymes entre un objet nommé et un concept créé. L'homophonie se traduit grâce à des racines de consonnes qui elles-mêmes peuvent muter selon des lois. Les voyelles, elles, peuvent changer à l'infini. C'est-à-dire que quand vous avez un mot, par exemple, caca, hein, le mot caca, par exemple, la racine de consonne, c'est K et puis K. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les voyelles là, le A là, ça peut changer, ça peut devenir I, ça peut devenir O, mais la racine de consonne en général ne bouge pas. Même si on peut avoir des mutations, c'est-à-dire des changements au sein de la racine, mais selon des équivalences qui sont bien précises en fait. Par exemple, le R va souvent devenir L. Ça, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Donc, si on continue à l'exemple de l'oiseau, on va plus appeler la liberté, liberté. On va l'appeler oisio. Et la rapidité, on va appeler ça oisia. Parce qu'on associe ça à l'oiseau, en fait. Donc, c'est ce jeu-là que nos ancêtres vont faire pour créer les hiéroglyphes. Et pour faire de la philosophie, même de manière générale. Donc, je dis que l'enseignement de Thoth à nos ancêtres a commencé dans le ciel. L'école a commencé avec l'observation des étoiles, qui sont les premiers signes divins. Donc, l'étoile, dans les langues africaines, en général, ça se dit Seba. Pardon. Ok, ça se dit Seba. Mais Seba, c'est le jumeau de Sébé. Donc, homonyme, homophone, ils se prononcent à peu près de la même manière. Et là, vous voyez que la racine de consonne, c'est SB à chaque fois. Donc, Seba, étoile, CB, éducation, Seba, le disciple. Donc, cette structure de mots là nous dit tout simplement que nos ancêtres étaient les disciples des étoiles, ont été éduqués par les étoiles. Et Seba, ok, c'est la lumière. Ok, c'est si, ce genre de choses là, c'est la lumière. Et Bo, c'est la sortie. Ok, donc Seba, la sortie de la lumière. Mais la lumière, c'est à la fois la vie de manière concrète, mais en même temps, c'est la connaissance. C'est-à-dire que, en termes de concept, la lumière est égale à la connaissance. Donc, les étoiles sont littéralement les sorties de la connaissance. Donc, la connaissance sort des étoiles. C'est ça qu'ils essaient de nous dire. Et si on continue, vous allez voir le Lingala va dire Nzebi, la science, qui est une mutation de Seba. Ok, le S est devenu un peu un Z façon là. Donc, Nzebi, la science, la connaissance. Le Copte dira CB, l'éducation. Et le Kikongo, Zaba, connaître. Le Manding va dire Sebeni, l'âme de tout pouvoir. Mais Sebeni, c'est l'écriture aussi. Donc, ils veulent nous dire quoi? Ils veulent nous dire que l'écriture, les étoiles, etc., sont les âmes qui ont tout le pouvoir. Pour nos ancêtres, les hiéroglyphes, c'est quelque chose de vivant. Ok? L'écriture est quelque chose de vivant. Il y a un esprit dedans. Donc, on aura l'occasion de développer ça un peu plus tard. Donc, on nous dit ici que les premières étoiles seraient apparues au moment où l'univers a vu le jour, après une gigantesque explosion du corps de Dieu, qui est Thoth, et un mariage de certains de ses morceaux de son corps éparpillé. Donc, les étoiles, comme je le disais, sont les premières traces, les premiers signes du message de l'univers et de la nature. À elles seules, elles peuvent nous raconter l'histoire de la création du monde. L'explosion dont parlent les Bambara est le Big Bang, ok, qu'ils conceptualisent comme l'éclatement du corps de la particule primordiale sortie d'un trou noir et symbolisé par le concept nommé Dieu ou héros culturel. Ça, c'est quoi? En gros, vous allez prendre toutes les traditions du monde. Il y a ce qu'on appelle un héros culturel, ce que souvent les gens appellent Dieu et tout. Mais l'origine, c'est en Afrique. Ce sont les Africains qui ont créé ça la première fois. C'est une conquête philosophique. C'est une conquête de l'esprit. Il fallait que des gens s'asseyent pour réfléchir sur ça, pour créer ce concept. Donc, ils se disent que les phénomènes scientifiques qui sont dans la nature et tout, ça va être compliqué
à expliquer avec des mots vraiment scientifiques, des mots vraiment carrés. Et comme en Afrique, on a cette habitude de parler avec des images, de faire des jeux de mots, etc., ils vont créer des histoires, des mythes qui vont mettre en action les forces de la nature. Donc les forces de la nature vont devenir des personnages, des personnages qui vont raconter cette histoire. Par exemple, sur Instagram, j'ai fait une série de posts où j'expliquais que Dieu, en fait, c'est un système de jumeaux. C'est-à-dire que c'est comme le corps humain. Vous avez un estomac, vous avez un cerveau, des poumons, mais tous ces organes-là sont quasiment autonomes, voire indépendants. C'est-à-dire que l'estomac, quand la nourriture tombe dedans, il digère. Vous voyez, non, il fait des actions chimiques là et il digère la nourriture. Ok, le cerveau, lui, tout seul, il commence à réfléchir, il envoie des messages dans le corps, etc. Le cœur bat. Ok, il n'a pas besoin que toi tu lui dises forcément de battre pour battre. Je sais pas si tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Dieu, c'est ça. Dieu, une seule entité ne peut pas tout faire elle seule, être partout à la fois, partout en même temps, non. Dieu, il est à la fois unique, mais il se confond dans sa création, c'est-à-dire qu'il se divise, ok, il se multiplie lui-même. C'est ça le Big Bang en fait. Dieu, à la base, c'était une petite graine, une petite énergie qui avait toute l'intelligence parce que toute la vie, tout l'univers était contenu dans cette graine ou dans cet œuf par exemple. Et c'est quand il va éclater qu'il va lui-même se démultiplier, se diviser pour être à plusieurs endroits pour pouvoir continuer la création. Donc, ce sont on va dire ces multiplications, l'estomac de Dieu, le corps, le cœur, excusez-moi, le cerveau, le pancréas, tout ça là. C'est ça qu'on appelle les dieux entre guillemets et qu'on dit polythéisme, alors que non. Donc ça là, on va faire qu'ils vont incarner des personnages. C'est-à-dire que ton estomac va devenir un personnage. On va l'appeler, par exemple, on va prendre des héros connus, hein. On va prendre Thor, ok? On va dire que Iron Man, c'est ton cœur. On va dire que Spider-Man, c'est ton cerveau, ok? Quoi encore? Hulk, peut-être que c'est ton gros intestin. Et puis, on va le faire vivre des histoires. Donc, c'est la même chose. Le soleil, les étoiles, toutes ces choses-là vont devenir des personnages qui vont jouer un rôle, ok? Et c'est ça Dieu, c'est ça le héros culturel, ok? Voilà. Donc, pour les Bambara, les 266 Tiou, qui sont les 266 hiéroglyphes des Bambara actuellement, qu'ils appellent les Tiou, donc, ou les Chiou, ok? On peut dire Tiou ou bien Chiou, fondent toute la connaissance. C'est-à-dire que toute la connaissance est à l'intérieur de ces Tiou-là, ok? Et ça se dit en Bambara, Doni Diou, ok? La fondation de toute connaissance. Et la semence de toute connaissance, Doni Sia Osia, ok? Voilà, c'est-à-dire que l'essence même de toutes les connaissances, la base de toute connaissance dans le monde, repose sur les signes, ok? Et à l'intérieur des signes. L'origine de toute créature réside dans les signes. Tout ce qui a existé, ok, existe et va exister, réside dans les signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hiéroglyphes que vous voyez ici, là, ça retrace toute l'histoire de la création, le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que c'est sacré, c'est pour ça que les ancêtres disent que c'est Sebeni, l'âme de tout pouvoir, parce que il y a un esprit à l'intérieur qui fait que l'intelligence que cette écriture-là vous donne accès, vous permet d'accéder à ce qui a existé, à ce qui existe et à ce qui va exister. Ok? Donc, la connaissance donc, de tous ces signes-là est issue de la pensée de la particule primordiale, c'est-à-dire du Dieu unique avant qu'il se démultiplie, avant qu'il se divise. Ok? Il retrace l'histoire de la création de l'univers, visible ou invisible. Ok? Voilà. Et là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un homme préhistorique. Si, par exemple, vous et moi, on est des hommes préhistoriques, c'est que avant même tout ça et tout. Bon, on est dans notre petit campement, la nuit au Kalama. Et puis, moi, vraiment, c'est quand on a mis le soir, là, moi, mon ventre, il digère pas bien. Donc, il y a un peu mal au ventre. Il me lève la nuit, il m'a chier. Maintenant, pour ne pas que vous ayez l'odeur, hein, que vous ayez une odeur désagréable, moi, il m'en va loin. Ok? Et il m'a chier maintenant. Quand il m'a fait caca, au Kalama, tranquille. Et puis, il entend un bruit.
un bruit un peu bizarre façon et tout. Et puis bon, en même temps, il me dit, tu es ici dans la forêt, c'est la nuit, il y a du vent, il y a plein de waves, il y a des animaux, bon, c'est normal. S'il entend du bruit, quoi de plus normal? Sauf que, au moment où ils sont de répartir vers notre campement, je vois une trace de pas. Mais trace de pas que moi je vois là, c'est pas trace de singe, c'est pas trace de gazelle ou bien de fourmi, c'est trace de lion. Et puis de toute façon c'est balèze là. Et de toute façon c'est grand là. Ça veut dire que c'est un gros lion même qui est là. Mais moi dans ma tête, ça va faire tic. C'est-à-dire que dans ma tête, le fait d'avoir vu ce signe là sur le sol, ça va créer une réflexion, ça va créer des concepts dans ma tête. Donc il vient me dire quoi? Ah, c'est un prédateur. Ah, c'est un danger. Ah, faut qu'il me protège. C'est ça en fait le pouvoir des signes. C'est-à-dire que les signes, c'est des choses qui sont invisibles, mais c'est de la parole. Parce que quand vous allez voir, la parole là va s'imprimer dans votre cerveau et vous allez commencer à réfléchir. C'est ça. Donc, le Como. Le Como, c'est la société initiatique de base des Bambara Malinké qui, pour éduquer justement les gens qui sont dans cette confrérie-là, se servent non seulement de la nature qu'on a autour de nous, etc., mais des hiéroglyphes qu'ils appellent les tiou, les signes divins. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes hiéroglyphes qu'on avait en Égypte. C'est le même fonctionnement, juste à cause des migrations, à cause aussi d'un certain nombre de facteurs, on a beaucoup simplifié ça. Ok, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Par exemple, cette étoile-là même, c'est un tiou. Ok, mais pourquoi 266? 266 parce que dans la philosophie des Bambara Malinké, même dans le Soudan occidental, on fait ce qu'on appelle la réduction philosophique. Donc, quand vous avez un nombre, par exemple 12, vous devez faire 1 plus 3 égale 4 pour connaître le vrai nombre de 13, ok, que le 13 renferme. Et 266, c'est exactement la même chose, ok. On doit faire 2 plus 6 qui est égal à 5. Et 5, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux plus le centre, ok. Et c'est la forme d'une étoile. C'est la forme aussi de l'explosion. Tout à l'heure, on a parlé de ça, du Big Bang. C'est-à-dire que quand Dieu a explosé pour se multiplier dans l'univers, il a pris la direction d'une croix, en fait. Et la croix, c'est 4 points cardinaux plus le centre, ça fait 5. Ok, ça c'est l'un des modèles d'explication de l'univers pour nos ancêtres. Donc, pour le Como, les signes d'initiation sont au nombre de 266, ok, qui sont accessibles à tout le monde. Il y en a d'autres qui sont secrets, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont secrets, mais bref, représentent les 266 étoiles et constellations de l'univers qui correspondent aux éclats du corps démembré du héros culturel. Et par exemple, si on prend le 266, qu'on fait la réduction, qu'on obtient 5, vous allez voir que dans le ciel, il y a 5 étoiles qui, peu importe la rotation de la Terre, ne bougent pas en fait. Voilà, ces étoiles-là sont, on appelle ça les circumpolaires. Et ces étoiles-là vont, si on suit le mouvement des autres étoiles après justement ces étoiles, on obtient un tourbillon. Et ce tourbillon-là, c'est la forme de la spirale primordiale qu'a pris l'énergie quand Dieu a explosé. Voilà, ça c'était le petit tips. Donc, vous avez ici les signes Bambara, ok, les Tiou, ok, les signes Malinké, etc., qu'on utilise dans le Como. Donc, vous avez le Moko qui symbolise l'homme, vous avez le Como qui symbolise la femme, et vous voyez que Como et Moko, c'est le même mot, juste on a fait du verlan. Ok, c'est comme si on dit maison zomé. Je ne sais pas si tu vois, Daron, Ronda, c'est le même mot hein, qu'on a renversé sur le mot. Donc, l'homme et la femme sont jumeaux parce qu'ils s'appellent de la même manière. Ils sont jumeaux de sexe opposé, d'où le verlan, ok. Et vous avez le Kara. Le Kara, c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est la forme primitive que Dieu avait en fait. Ce petit point-là, toute la vie est dedans. Et ça là, si on veut commencer à parler du Kara, on n'a pas encore fini. On peut passer des années à parler du Kara, on n'aura même pas fini, tellement c'est dense, tellement il y a beaucoup de notions à l'intérieur. Et si on fait, on va dire la règle des jumeaux, qu'on essaie de trouver les mots jumeaux, par exemple, on aura le Bambara Tiou ou Tiou, qui signifie signe, éclat, cassé. D'où le fait que les hiéroglyphes soient des parties du corps de Dieu, en fait, parce que quand Dieu éclate, il crée les étoiles, donc il crée les signes, il crée les planètes, il crée l'homme, il crée les plantes et tout, etc. Donc,
Le signe s'appelle littéralement comme l'éclat. D'où l'intelligence même de ce système-là, ok? Donc on copte, on aura Tiou, étoile, Tiou, 5. D'où le fait que le Komo dit qu'il y a 266 signes, 266 étoiles ou constellations, parce que le signe qui s'appelle Tiou s'appelle de la même manière que le chiffre 5. Donc Tiou, ok? Et le chiffre 5, il a aussi d'autres noms. Par exemple, on a Tali qui veut dire mélanger, tourner, tourbillonner, ok? D'où le signe que vous avez ici en bas à droite, ok? Qui représente le tournoiement, le mélange des 4 éléments fondamentaux, qui symbolise aussi les 4 points cardinaux, ok? Voilà. Et en bas ça, on aura Titi, l'image, l'effigie. L'effigie, c'est la statue, le fétiche, ce genre de choses. Donc, le hiéroglyphe vient des étoiles, vient du corps de Dieu et va donner ce qu'on appelle une image ou une effigie. Et c'est le même mot, ok? On a Titi, on a Tiou. Et il faut savoir que Tiou, par exemple, c'est le pluriel. Au singulier, on va dire Ti. Ok, donc Ti, le signe, Ti, cassé, éclat, Ti, étoile, Titi, image, effigie. C'est le même son à chaque fois qui revient. Et si on continue toujours dans les hiéroglyphes, un peu à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, etc. Vous avez ici, on vous dit, l'énergie, le verbe et les signes ont précédé les choses qu'ils désignent. Les idées des signes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres et sentiments qu'ils désignent. Ça veut dire quoi? Ils nous disent que quand vous voyez par exemple un objet, par exemple ce citron. Ce citron c'est un objet, ok? Eh bien on vous dit que l'énergie qui est à l'intérieur de ce citron là, ok? Le verbe, la parole, la vibration, parce que le verbe c'est la vibration, c'est l'énergie. Bah, on vous dit que l'énergie de ce citron a existé avant que l'objet citron même ne soit sur terre, ne soit matérialisé dans le monde visible. Ok? Et que cette vibration-là, c'est ça que on appelle l'idée. Ok? L'idée renvoie au verbe, à la parole qui est invisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc la vibration, on nous dit que la vibration de citron a été projetée dans la réalité sous la forme, ok, de l'objet qu'il désigne. Tout banalement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un citron, c'est un fruit, ok? C'est une sphère, c'est un rond, il est acide, ok? Il y a une pulpe, ok? Il y a la chair dedans et tout. Donc, ça veut dire qu'avant que l'objet citron n'apparaisse sur la terre, ok? Dans l'invisible, l'invisible est en train de travailler avec des idées. Et ces idées-là, ce sont les mots que je viens de dire. Acidité, fruit rond, pulpe, etc. Il a pensé à ça, ok? Il a mélangé ça, comme vous voyez le tourbillon en bas à droite, il a mélangé ça dans l'invisible et il a projeté ça dans la réalité maintenant sous l'aspect du citron. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Et on nous dit quoi? On nous dit les choses de l'invisible ont reçu un signe et un caractère renvoyant à la chose future avant d'exister. L'idée pure a précédé l'acte de création. Et tous ces signes que vous voyez là proviennent d'un seul et unique signe qu'on appelle le Ti-Kelempe. Le Kelempe, c'est l'unique. Ok, c'est ce que ça veut dire. Kelempe, les Ivoiriens me connaissent ça bien. C'est l'unique. Et Ti, c'est le signe, ok, au singulier. Et ce Ti-Kelempe est à la fois le symbole de l'unicité et de la multiplicité du Dieu créateur. C'est l'atome originel. Et par exemple, c'est le signe Kara, c'est-à-dire que le petit rond que vous voyez ici en haut à gauche avec le cercle qui l'entoure là, c'est ça qui est le Chinkelempe. Ok, parce que c'est dans ça que Dieu était, qui avait tous les éléments de la vie. Là, c'est dommage, ma tête vous cache un peu la figure qui est en bas, qui est l'œuvre de Dieu, qui, on va dire qu'on zoom, c'est ce qu'on voit, c'est le zoom de l'image de haut, mais c'est pas grave. Mais quand on vous dit que ces signes proviennent d'un seul et unique signe, qui est le Chinkelempe, c'est ça, c'est le Kara. Ok? Parce que Kara, quand le R devient L, c'est une modification qu'on trouve assez souvent, ça devient Kala. Ok? D'où Kelen. Et Kele, c'est un, premier, unique, etc. C'est le soleil. Ok? Voilà. D'où le fait qu'on l'appelle le cercle parfait, l'esprit ardent. C'est ça Dieu. Ok? Voilà. Et c'est ça Tot. Tot même, ça veut dire le point. Ok? Toti, Tata, tout ça, c'est le point. Ok? Le point chaud, le point ardent. Le Tata,
Ta, c'est le feu, donc le point de feu. Voilà, le point de feu, c'est ça. Et pourquoi le point de feu? Parce que c'est le point qui contient l'énergie, la chaleur, qui contient toute la vie. C'est le Kara qui est là. C'est le que vous avez devant vous. Ok? Et c'est aussi pour ça que les rois portent des peaux de léopard. À cause de toutes ces tâches-là. C'est-à-dire que le Chinkelempe va se démultiplier en plusieurs tâches, en plusieurs ronds qui sont jumeaux en fait. Voilà. C'est un peu ça. Donc, si on revient un peu sur les hiéroglyphes, on va voir à quoi correspond exactement la lecture des hiéroglyphes. Parce qu'aujourd'hui, les égyptologues font beaucoup de translittération. Donc, ils donnent des lettres alphabétiques. C'est vrai qu'il y a une certaine pertinence, une certaine intelligence pour eux à procéder de cette façon-là. Mais c'est pas comme ça que nos ancêtres avaient créé ce système et c'était pas comme ça qu'eux-mêmes lisaient. Voilà. L'alphabétisation, c'est appauvri, mais vraiment appauvri de malade le système de nos ancêtres. Parce qu'avec des lettres, tu peux pas faire de philosophie. Tu peux pas faire la règle des jumeaux avec des lettres. C'est très compliqué. À moins vraiment de t'y connaître en lettres, de savoir que le A, ça renvoie à la tête du bœuf, de savoir que le R, ça renvoie à un lion qui est assis. Mais si tu connais pas tout ça, mon ami, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Et même eux-mêmes, les égyptologues, à cause de ça, ils passent à côté de beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Si vous demandez à un égyptologue, Osiris, ça veut dire quoi? Isis, ça veut dire quoi? Ils savent pas, ils pourront pas vous répondre. Peut-être ils vont vous donner quelques petits trucs qui sont assez évidents, comme l'ancien, le seigneur, le grand, tout ça, etc. Mais le concept même derrière Osiris, ça va être difficile pour qu'ils vous disent. Sauf s'ils trichent. Et qu'ils viennent pas vous dire que on allait vérifier dans le copte ou bien dans d'autres langues africaines. Parce que souvent ils produisent des résultats. Nous on sait que s'ils avaient suivi leur propre méthode, ils se seraient même pas arrivés là-bas. Voilà. Donc ça sera tout de suite là. Là je vais vous expliquer à partir de deux auteurs, notamment le premier c'est Diodore de Sicile. C'était un historien grec de l'Antiquité. Il a écrit Bibliothèque historique. Okay. Il a été en Égypte, il était à Kama chez nos ancêtres où il s'est entretenu en tout cas avec beaucoup de prêtres, beaucoup de personnes, parce que les Égyptiens, même si c'était la période tardive, ils étaient encore sur place pour certains. Il a pu, en tout cas, dans son ouvrage, il a mis en évidence beaucoup de faits qu'on a pu vérifier, qu'on a pu confirmer par la suite. Donc son témoignage est capital. Donc il se rend en Égypte, il discute avec les initiés. Okay, et il demande les hiéroglyphes là c'est quoi, comment on lit, etc. Donc il dit ceci: les lettres éthiopiennes. Petit tips, l'Éthiopie c'est l'Afrique centrale. C'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. L'Éthiopie d'aujourd'hui, elle a pris ce nom-là récemment et même eux-mêmes, je crois pas qu'ils s'appellent Éthiopiens eux-mêmes, ils s'appellent Abyssins. Ok, parce que c'était le royaume d'Abyssinie en fait. C'est le vrai nom de cette région là qui était créé vraiment tardivement et tout. Ok. Mais quand les Grecs parlent d'Éthiopie, pensez au Congo, pensez à la Tanzanie, pensez à l'Ouganda ou Gabon. Ok. C'est l'Afrique centrale. Et même un peu l'Afrique de l'Ouest sur le fleuve Niger. Parce qu'il y a certaines cartes même qui divisaient l'Éthiopie en deux. Donc on avait la haute Éthiopie qui était l'Afrique centrale et la basse Éthiopie qui était l'Afrique de l'Ouest le long du fleuve Niger en fait. Voilà. Donc c'est ça l'Éthiopie. Donc les lettres éthiopiennes auxquelles les Égyptiens ont donné le nom de hiéroglyphes se composent de figures de différents genres, animaux, instruments, objets d'art, membres du corps humain. Et ce n'est pas la réunion des caractères que résulte le discours écrit, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés que seul l'exercice de la mémoire apprend à retenir. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hiéroglyphes là, il n'y a pas un signe qui est égal à A, l'autre signe est égal à B, l'autre signe est égal à Z, et puis on colle pour lire. Il dit, ce n'est pas de la réunion des caractères. Ça veut dire qu'on ne doit pas donner des lettres pour coller. C'est pas bon. Mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés.
que seul l'exercice de la mémoire apprend à retenir. Ça veut dire que chaque dessin a une signification. Et c'est avec la signification de ce dessin-là qu'on doit lire les hiéroglyphes. Ok? Et que c'est la mémoire, à force d'apprendre, à force de faire, la mémoire qui fait que tu retiens le sens de chaque signe et que tu peux faire un texte avec, que tu peux maintenant faire de la philosophie, etc. À la rigueur, ça aurait pu être des syllabaires, un peu comme l'écriture dite arabe aujourd'hui, des ta, des ba, des ka, des ko, des kou, des rou, ce genre de choses. Mais pas l'alphabet, ok? Voilà, pas l'alphabet. Et la métaphore, c'est quoi? Parce que la métaphore pour un grec, à l'époque, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'homonymie ou d'homophonie. Mais pour les Grecs, à l'époque, c'était la métaphore. Et on a la chance, Aristote, notamment dans un ouvrage qu'on appelle la poétique, il y a eu mouette, moi, peur de mouette. Oh, let's get it. Donc, Aristote a écrit un ouvrage qu'on appelle la poétique où il a décrit la métaphore. Et il dit, la métaphore, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Bien faire la métaphore, c'est apercevoir le semblable. Et la métaphore, là, c'est ça que on avait vu avec l'oiseau, là. Hein? Quand il disait que liberté égale à oisio, rapide égale oisia à partir de l'oiseau. Oisio, oisia, oiseau. C'est ça la métaphore. Ok? Voilà. C'est le transport. Donc, le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. C'est exactement ça. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On dit que voici la graphique que je vous montre ici à l'écran là. C'est ça que nos ancêtres utilisaient pour dire le signe sacré ou l'image. Ok, une image, un signe, un ensemble cohérent de signes, l'écriture, le hiéroglyphe. C'est comme ça on écrit le hiéroglyphe en hiéroglyphe. Voilà, c'est ça. Donc, il a mis ici des nombres pour que vous puissiez suivre. Donc, le 1 correspond à ce qu'on appelle le tau. Ok, ça se lit tau. Et en général, c'est la marque du féminin. Quand on veut dire qu'un mot est féminin, en général, on met ça à la fin. Un peu, mais là, ils l'ont mis au début. Parce qu'il fait pleinement partie même de la graphie, de comment on vocalise. Donc, si on prend le premier signe, ça se lit tau. Ok, voilà, tau. Et le tau, c'est une galette en fait. C'est une galette de semoule. Voilà. Ce qu'on appelle chez nous le foutou, le kabato, le plakali, c'est ça. Et ça montre même encore l'origine des anciens égyptiens parce que ce qu'ils utilisent pour décrire le féminin ou pour décrire le signe sacré, ils utilisent une galette de tau, le tau, ok? Et les égyptologues, même quand ils font la translittération, c'est le T qu'ils attribuent à cette lettre, ok? Mais c'est le tau, c'est pas du pain. C'est vrai que ça peut se rapporter au pain parce que finalement, c'est des gâteaux en fait. Tout ça là, pain, kabato, tout ça et tout, plakali, foutou, c'est des gâteaux, c'est des beignets. Ok, mais c'est pas le pain qu'on mange aujourd'hui. Même si dans certains dictionnaires africains, vous allez voir la traduction de pain avec ce mot-là, le tau, le kati, ce genre de choses, on va souvent traduire par pain. Mais à la base, à l'origine, ce sont les galettes de semoule qu'on mange là, c'est ça. Ok. Ensuite, le signe 2 représente un roseau ou un jonc ou de l'herbe. Et le troisième, c'est le larmier du faucon. Le faucon, il a une sorte de tache ici, comme ça. Ok, c'est ça le larmier. Donc, le copte, qui est le stade final de l'égyptien ancien, ok, va appeler ce signe-là toi pour dire signe, tache. Donc, ces trois signes que vous voyez ici, là, quand on veut lire ça, on dit toi pour dire la tache. Ok, et en yao, on aura tete, le roseau, donc qui correspond au chiffre 2, là, qu'on voit ici, au roseau qui est là. Donc, ce sont les langues africaines qui permettent de lire ces graphies, en fait. Ok, et comment on est sûr que c'est vraiment ça? Parce que non seulement le mot correspond au signe qui est en haut, mais en même temps, dans les autres langues, c'est la même structure qui fournit toujours la même idée, le même mot. Donc, en yao, ok, au Kenya, on aura tete, le roseau. En bemba, tete, le roseau. En lingala, titi, l'herbe. En bamanan, ti, la paille, la chaume. Et si vous vous rappelez, le signe en bambara, c'est ti.
Quand on veut dire le signe sacré, le hiéroglyphe en bambara, on dit ti. Mais pour dire la paille, l'herbe, la chaume, tout c'est tout, on dit aussi ti. Ok? Le Kikongo, Congo, Angolais, etc. va dire titi, la verdure. Toto, la terre, l'enfant. Et le Nushi va dire toto, le sexe de la femme. Voilà. C'est ça le hiéroglyphe. C'est-à-dire que le hiéroglyphe, c'est quelque chose qui est enfanté par le sexe de la femme. Donc, pourquoi on dit le sexe de la femme? Parce que le sexe de la femme, c'est associé à la déesse primordiale. À ce qu'on appelle l'immaculée conception. Parce que, et aussi du monde des idées. Parce que l'intérieur du sexe de la femme, c'est ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Entendre l'écriture ou l'herbe et tout, c'est ce qu'on voit. Donc, entendre l'intérieur, là, le monde des idées, c'est ça qui est l'intérieur, c'est le sexe de la femme. Oui, il y a la vibration. Ok? Mais que ce soit l'herbe, que ce soit les idées, la vibration, ce genre de choses-là viennent au monde d'eux-mêmes, en fait. Ils se mettent au monde eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'immaculée conception, c'est ça qu'on appelle la naissance virginale, que les chrétiens vont reprendre et tout, etc. Mais c'est ça. Quand par exemple vous avez une idée, vous dites, mais hé, un coup, quand c'est venu dans ma tête, tu ne sais pas où c'est parti, tu ne sais pas à quel moment l'inspiration, mais c'est venu. C'est ça, dit Dieu donné. Inspiration divine, Kelempe, ça coule. C'est ça là. C'est ça qu'ils essaient de nous dire avec ces signes en fait. Ok? Et les plantes, l'herbe, la paille, les roseaux, c'est ce qu'on appelle des plantes sauvages. Donc, la première fois qu'elles sont venues au monde, elles sont venues d'elles-mêmes. Et elles portent en elles leurs propres semences. C'est-à-dire qu'elles portent en elles les graines qui vont leur permettre de se reproduire. Ok? Et ces graines-là sont à la fois masculines et féminines. C'est ça Dieu. Dieu, il est à la fois masculin et féminin. Et il est la vibration. Il est quelque chose qui vient au monde de lui-même et qui accouche par lui-même. Ok? Il y a d'autres animaux aussi dans la nature qui se rapportent à ça. Mais ça, c'est un autre débat. On va voir ça plus loin. S'il te plaît, regarde là-bas. C'est parce que, comme je vous ai dit, il y a peur des mouettes, des oiseaux bizarres. Et 2 jours là, il ne sait pas les éboueurs, s'ils sont rêves, ils sont fait quoi, mais ils ne viennent pas chercher les poubelles. Donc, les mouettes là sont full ici. Quoi. Donc, au cas où, s'il y a un qui vient, il ferme ma fenêtre, vous poupe. C'était la petite parenthèse. Donc, on aura toujours avec la même structure. Hein, on continue avec les larmes cette fois-ci. Donc, Toti, la goutte, ok, pour la larme, ok, la goutte. Toti, le point, la tache. Doti, le point. Totu, les larmes. Et c'est ça qui va donner l'anglais dot. Quand vous dites www.jelly.com, www.facebook.com, ce dot là, ça vient des langues africaines. C'est un mot. C'est que c'est très important ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que les Anglais utilisent un mot africain pour dire le point. Et c'est ça qui est en rapport avec la divinité en fait. Parce que comme je vous ai dit précédemment, vous avez le Kara ici. Ok, le cercle divin, primaire et tout, etc. Qui est un point. Ok, qui est un point, qui est une larme. Et le point, c'est le symbole de l'unité géométrique. C'est-à-dire que si vous prenez ça là, que vous vous éloignez jusqu'à... Ça va devenir un point, un petit point comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe peut être symbolisé dans un point. Parce qu'un point, par exemple, regardez ici. Ouais, il y a un point de beauté ici, par exemple. Ce point-là, si on zoome, vous allez voir plein de petits points collés. Et plus vous allez zoomer, plus vous allez voir des points. C'est la même chose. Dieu, c'est-à-dire qu'il est invisible. C'est le plus petit élément, mais en même temps, c'est lui qui a toute la vie en lui. C'est lui qui a toute l'énergie. Vous allez beau zoomer. Vous allez toujours aboutir au point. Et vous allez toujours chercher parce que vous n'allez jamais trouver le dernier point. Vous allez zoomer sûrement. Ok? Et c'est ça la particule primordiale. Quand on parle de particule primordiale, quand on parle de Big Bang et tout, etc., c'est le point. Ok? Et ce point-là contient la vibration. Contient de l'eau. Parce que l'eau, c'est le témoin de la vibration. D'où le fait de Toti, la goutte. D'où le fait de Titi, le son. Ok? Voilà, le son, la vibration, etc. Et c'est ça qui va donner l'image de Titi dessinée en Yemba, par exemple au Cameroun. On a Titi dessiné en Bassa, Tidi, l'image, l'effigie. En Banda, Centrafrique, on a Titi, la figure. Et le copte, maintenant, dira Toi, la tâche, le modèle. Et en Bambanan, on aura Ti, le trait. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez
commencer à dessiner. Vous allez penser dans votre tête. L'idée là commence par un petit point avant de se déployer. Et quand vous allez commencer à dessiner, vous allez dessiner selon le modèle que vous avez fait dans votre tête ou le modèle que vous voyez dans la nature. Mais vous allez commencer par un point. C'est-à-dire que le début même de votre dessin, ça sera un point. Si vous voulez écrire une lettre, le début, ça sera un point. Et le point, la lettre ou le dessin que vous allez faire, ça sera plusieurs points alignés, mis ensemble, mis en rang, comme des jumeaux. Ok? Et tout le dessin, là, on pourra résumer ça aussi dans un point. J'espère que je me suis vraiment bien fait comprendre que, bon, c'est pas trop galère pour vous. Mais symboliquement, c'est ça, en fait, qu'ils essaient de nous expliquer. Et il va vous montrer de manière pratique, par exemple, dans l'art, comment est-ce que ces jeux de mots-là entre les étoiles, ok, donc, qu'on a vu précédemment, la tâche, le point, ce genre, les images, les effigies, donc les statues, les fétiches, qui est sous la tutelle du dieu Thoth. Parce que n'oubliez pas qu'on parle du dieu Thoth, de Tata, ok, mais Tata, il est toutes les lettres, il est toute écriture, il est toute statue, toute effigie, il est tout, ok, d'ailleurs même toute, ça vient de Toti, de Tutu, ok, de Tata, donc il est tout en fait, c'est ça. Et par exemple, ça vient de me revenir. Quand par exemple ici en Noussi on dit Toto, le sexe féminin. En Noussi aussi on dit Toutou, les prostituées et les catins. Donc si vous vous amusez comme ça, vous pouvez en tout cas faire beaucoup de philosophie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais revenons. Donc là je vous montre, c'est le prêtre Anen, c'est le nom du frère de la reine Tiye de la 18e dynastie. Ok, la reine Tiye c'était la maman d'Akhenaton, du pharaon Akhenaton. Mais le vrai nom de ce prêtre là que vous voyez ici, c'est Djama. Ok, voilà, Djama. Et il porte ce qu'on appelle une peau de léopard que les grands initiés portent en Afrique. Comme vous pouvez le voir, vous avez sa statue, vous avez la peau de léopard et la tête du léopard ici en bas. Ok, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a remplacé, ok, les taches du léopard par des étoiles. C'est-à-dire que par exemple, si je reviens ici, le roi là, que vous avez qui porte la peau de léopard, bah en fait on a remplacé les taches du léopard par des étoiles. Mais tout ça, c'est grâce à la langue en fait. Si vous avez suivi la structure, en tout cas tout ce qu'on a dit un peu précédemment, vous avez déjà un peu compris pourquoi est-ce qu'on a remplacé les taches par justement comment on appelle ça, par les étoiles. Donc, quand on regarde ici, on aura par exemple Toi en copte. On aura Toi, la tâche. Tout est rassemblé, tout, le fétiche. Donc, tâche et fétiche, c'est le même mot. Mais le fétiche, c'est la statue que vous voyez ici, là. C'est ça le fétiche. Ok. Voilà. Donc, Toi, la tâche, tout, le fétiche. Ok. Otite, l'étoile. Ok. Toi, le signe, l'image. Et c'est ça qui va donner le toy en anglais qui veut dire le jouet. Mais le jouet, c'est une effigie, c'est une image, c'est une chose. Ok. Voilà, c'est le même concept que même le mot jouet, quand on dit un jouet en anglais, c'est basé sur les langues africaines. Donc, ils ont fait un emprunt. Parce que c'est pas nous, on n'a pas attendu les Anglais, qui sont des peuples très récents comparés à nous, les Éthiopiens et tout. On n'a pas attendu les Anglais pour inventer un jouet, pour inventer une effigie. Donc, c'est-à-dire que nos ancêtres, le système qu'ils ont créé était tellement puissant, leur rayonnement était tellement grand que les peuples asiatiques ont puisé dans nos langues, ont puisé dans nos concepts pour créer leur civilisation. Donc, il y a plein de mots que les Européens, les Asiatiques parlent, mais qui sont sortis en fait des langues africaines, qu'ils ont emprunté aux langues africaines. Donc, on aura OTT, l'étoile, Titi, l'image, Tite, dessiné, Tiu, les étoiles, ok, Toi, la tâche. Donc, la tâche, ok, les étoiles et la statue ont le même nom, ok. Et si je veux aller un peu plus loin, par exemple, on aura Asoba, ok, dans certaines langues, Asoba, Isoba, c'est le léopard, c'est les hyènes, donc les animaux qui ont des taches, ok. Mais Seba, c'est la peau de l'animal, ok, et Seba, c'est l'étoile. Donc, ils nous disent que étoile, Seba, peau d'animal, Seba, léopard ou hyène, animal tacheté, Isoba, Asoba. C'est le même mot qu'elle a. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le Asoba là,
C'est ça qui va donner le Nanga Dama au Mali, Seou, le papier, parce que le B devient un W, donc on aura Seou, le papier, ok? Voilà. Et Seou, c'est ça qui devient Tiou, ou Tiou, Siou, les signes, les étoiles, ok? Donc c'est le même principe en fait qu'elle a, ok, le même principe. Donc là, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie. Et dans la troisième partie, on va beaucoup mieux analyser en fait ce qu'on appelle l'homophonie, ce que moi j'appelle les jumeaux, les mots jumeaux. Je préfère plus cette terminologie là, c'est beaucoup plus simple à comprendre quand on dit ça. Les mots jumeaux, c'est techniquement les mots qu'on a tout décomposé ici là, qui nous a permis de savoir pourquoi ils ont remplacé la peau, par exemple les taches du léopard, par des étoiles. Voilà, c'est cette intelligence là qui nourrit les hiéroglyphes. C'est de ça que Diodore de Sicile parle ici. Voilà, quand il parle de... c'est la signification métaphorique qui est attachée aux objets dessinés qui nourrit en fait la lecture des hiéroglyphes. Voilà. Culturelle est la révolution, kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement, des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis, bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei.